quels sont les secrets pour réussir en immobilier et faire un maximum de rentabilité? Avoir accès aux opportunités avant qu'elles viennent en ligne. Mais ça permet aussi en fait un peu à n'importe qui de faire n'importe quoi. Des personnes qui viennent ici, qui essaient de croître beaucoup trop rapidement, qui font des ventes dans tous les sens. Est-ce qu'en Thaïlande, on peut être propriétaire, oui ou non? D'un terrain, non. D'une maison, oui. Plus c'est petit, plus c'est dangereux. Comment ça se passe pour acheter un terrain légalement sans commettre un crime odieux qui va nous mettre en prison? Les sociétés qui n'ont aucune activité en Thaïlande. Et justement, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est illégal. Ah. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai la chance de m'entretenir avec Cyril Vallotton, investisseur immobilier. Et Cyril Vallotton, c'est avant tout un ami de longue date, on se connaît depuis longtemps et on a un point en commun. C'est notre amour inconditionnel pour la Thaïlande. Et au point de s'y être installé définitivement, en tout cas pour ma part c'est le cas, et d'y avoir directement investi de l'argent, notamment dans l'immobilier, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve dans une villa ici à Koh Samui, dans le quartier dans lequel toi-même tu as investi. Donc il y a plusieurs propriétés, tu en as une, il y en a plusieurs et on est dans une autre ici, c'est bien cela. C'est ça. Ok. Et ça me faisait plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec toi parce que moi-même je m'intéresse de plus en plus à l'investissement en Thaïlande et d'ailleurs durant ce séjour ici tu vas me faire visiter des terrains, enfin tes propres terrains aussi, etc., des villas que je mettrai également sur YouTube. Et d'ailleurs, l'objectif de cette chaîne, c'est justement d'aller à la rencontre des personnes qui ont un attrait particulier pour la Thaïlande, que ce soit à travers l'entrepreneuriat, l'expatriation ou l'investissement. Donc Cyril, je te remercie de m'accueillir ici dans une villa à Koh Samui. Et directement, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai une question à te poser pour qu'on comprenne un petit peu concrètement ce que tu fais. Quelle est ta stratégie d'investissement, toi, de ton côté? Est-ce que tu fais de l'achat-revente? Est-ce que tu fais de la location court terme, long terme et pourquoi? Ça marche. Merci déjà de me recevoir ici sur ton podcast ou ta chaîne YouTube. Merci. Et pour répondre à ta question, écoute, ça dépend. En fait, c'est vraiment à l'opportunité. Moi, j'ai une approche assez analytique, donc j'aime bien regarder un peu les chiffres, les prix au mètre carré, les tendances de marché, etc. Là, par exemple, cette villa où on se trouve et les autres villas voisines, c'est vraiment un objectif de rendement locatif avec un esthétique sympa, on attire des bons clients, on fait une bonne rentabilité locative. Les autres villas à Phuket, par exemple, où en fait on a les opportunités d'achat à des très bons prix, c'est plus achat-revente. On achète sur plan, on finit la villa, on la meuble, on lui donne un bon design et on la revend parce qu'il y a plus une clientèle là-bas qui est aisée, qui achète des villas chères. Donc en fait, c'est vraiment dépendant à l'endroit, à la stratégie, aussi à mes besoins de liquidité. Si demain j'ai besoin de liquidité pour quelque chose, peut-être que je vais vendre une des maisons. On suit vraiment la rentabilité, c'est plus ça la stratégie. On n'est pas encore retraité, donc le locatif c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Donc on est un peu dans les deux, achat-revente. Et est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence peut-être entre un lieu comme Samui ou Phuket ou même d'autres destinations comme Pattaya, Bangkok, Hua Hin? Pourquoi ne pas investir ailleurs? Et pourquoi toi ton focus? Je sais que principalement tu investis à Samui et éventuellement Phuket. Pourquoi? Alors si on regarde les choses purement investissement, on ne fait pas un guide touristique dans cette vidéo. J'ai investi à Phuket et à Samui parce que dans toutes les analyses de marché que j'ai dû faire dans le passé, quand je travaillais encore ou quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat moi-même, j'ai toujours trouvé en fait les meilleures opportunités de rentabilité locative ou d'achat-revente sur Samui et Phuket particulièrement. Je pense que c'est lié au fait que ces deux îles qui sont internationalement reconnues quand même, que c'est des îles et que donc du coup le terrain est limité par la mer, donc tu ne peux pas éternellement construire, produire plus et arriver avec trop d'offres comme tu pourrais le faire à Hua Hin, comme tu pourrais le faire à Pattaya. Il y a, disons, une attractivité forte de la part des étrangers qui viennent ici, qui investissent. Il y a une bonne croissance des prix. Et puis, c'est simplement ici en fait, qu'on a trouvé les meilleures rentabilités locatives, les meilleures opportunités d'achat et revente. Et surtout, en fait, quand je pense à la vision long terme, les îles saturent aussi. Tu peux pas, comme je disais avant, tu ne peux pas éternellement construire. Donc, sur le long terme aussi, je pense que c'est une bonne stratégie d'investir sur ce type d'île. En résumé, voilà les raisons pour lesquelles je suis à Phuket et Samui. Mais maintenant, évidemment qu'il y a des super bonnes opportunités à Hua Hin, évidemment qu'il y a des super bonnes opportunités à Pattaya. Maintenant, s'étaler trop, c'est pas non plus une bonne chose. Il vaut mieux avoir une expertise dans ce qu'on fait. Donc voilà comment je suis sur ces deux îles. Et une chose qui me vient à l'esprit, on entend beaucoup justement de mauvaises histoires, de mauvaises expériences, notamment dans les îles, les investissements dans les îles. J'aimerais comprendre pourquoi. Et est-ce que ça ne te fait pas peur, ici on a à Samui, d'investir à Samui plutôt qu'à Phuket, sachant que Phuket c'est plus grand, donc au niveau des lois d'urbanisation c'est peut-être beaucoup plus stable, beaucoup plus safe, il y a moins d'histoires. Moi j'ai entendu beaucoup de choses sur Samui et notamment Koh Phangan, Koh Tao. Plus c'est petit, plus c'est dangereux. J'entends des promoteurs qui ferment boutique, des investisseurs qui perdent leur argent. Alors c'est quoi ton retour d'expérience? C'est vrai ce que tu dis. Pour ne pas rentrer dans les détails, c'est vrai que Phuket, c'est quand même plus rigide, on va dire, plus sérieux. C'est une presqu'île, il y a une route. On voit les choses un petit peu différemment. C'est un peu moins isolé que Samui, qui est vraiment une île complète.
un peu loin du monde des fois, loin des règles. La raison, je pense que quand tu as une zone comme Samui où les prix des terrains font x10 en une décennie ou deux, évidemment ça attire énormément de personnes, ça attire énormément d'entrepreneurs. Et puis c'est vrai que la Thaïlande, ce n'est pas un pays comme la Belgique d'où tu viens ou la Suisse d'où je viens, où on a des tonnes de régulations, des tonnes de contrôles, des tonnes de limitations dans ce qu'on fait. Il y a beaucoup de liberté ici. La liberté, c'est absolument génial quand on est investisseur, quand on fait du business, quand on investit dans l'immobilier, c'est super parce qu'on peut aller vite, droit au but. Mais ça permet aussi en fait un peu à n'importe qui de faire n'importe quoi, malheureusement. Et c'est vrai que du coup, il y a des personnes qui viennent ici, qui essaient de croître beaucoup trop rapidement, qui font des ventes dans tous les sens avant d'avoir terminé les produits, qui prennent beaucoup trop d'argent en amont aux clients, qui gèrent mal leur cash flow, qui ouvrent des bureaux, qui dépensent de l'argent dans les mauvaises choses, et puis finalement qui se retrouvent avec des problèmes de liquidité, qui arrêtent des chantiers en cours de route, ou alors qui construisent sur des terrains qui sont non constructibles. Tu sais, il y a des zonings à Samui, tu peux faire zone jaune, zone verte, zone rouge. Il y a des personnes qui ont construit sur des terrains forestiers, puis en fait au début, personne n'a remarqué. Au bout d'un moment, le Tessaban, donc la mairie, a dit non, c'est fini, stop. Il y a des investisseurs étrangers qui n'ont aucune idée de à quoi ils sont en train de faire face, qu'est-ce qu'ils achètent, est-ce que c'est légal, est-ce que ça ne l'est pas. C'est aussi pour ça que je recommande toujours de faire des due diligence avec des avocats qui ne sont pas concernés par le projet, évidemment, pas qu'il y ait de conflit d'intérêt. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles, quand tu es dans un marché libre comme celui-là, il y a forcément du bon, puis il y a du très mauvais qui vient se mettre, et puis voilà, il y a des personnes pas sérieuses qui ont fait des choses pas sérieuses. Et comment est-ce que je me protège par rapport à ça? Je pense que tu l'as remarqué, mais en fait, toutes les villas de Phuket, enfin toutes, pas la première, mais toutes les villas qu'on a faites récemment, personnellement, ou les investisseurs qui sont autour de moi, c'était toujours avec le même promoteur. Et Samui, pareil, c'est le même promoteur qui a fait tout ce quartier-là. La phase suivante, c'est également elle. Et puis, je bosse exclusivement avec Jérôme, que tu connais. Oui, que je vais rencontrer. Qui est dans la construction, où en fait, on achète les terrains nous-mêmes, on bosse avec un avocat sérieux, on investit ensemble, on a les vrais partenaires taille, des employés, enfin bref, tout est en ordre. Et puis, je ne vais pas en dehors de ça. J'investis avec Jérôme, avec elle ou avec lui, et je ne m'aventure pas sur le marché. Donc voilà, ça ne me concerne pas vraiment, ça ne me fait pas vraiment peur, mais c'est une réalité, c'est effectivement un risque auquel il faut faire attention. Ouais. C'est pour ça que pour moi, ton retour d'expérience est très important. Comme tu le dis, il y a du bon, il y a du mauvais. Et d'ailleurs, j'en profite, tu documentes tout ça à travers une chaîne toi-même sur YouTube, tu partages tes investissements et tout ce que tu viens d'énumérer, t'en parles. Au niveau de l'aspect légal et tout ça, tu fais plein de petites vidéos assez pédagogiques, bien structurées, où on apprend beaucoup de choses à travers tes investissements. Donc je recommanderais aux gens, je mettrai de toute façon ton Insta ici, ils pourront aller voir, tu parleras de tout ça. Comme on vient de le dire, on entend beaucoup de controverses sur l'aspect juridique en Thaïlande, par exemple sur l'achat de terrain. Si on parle que de ça, acheter un terrain, comment ça se passe pour acheter un terrain légalement sans commettre un crime odieux qui va nous mettre en prison? Ok. Comment ça se passe? Juste si on parle du terrain. Commençons par le commencement. Un étranger ne peut pas acheter un terrain en Thaïlande. Donc c'est impossible d'avoir ton nom sur un titre de propriété. Seulement une personne thaï ou une société thaï peut le faire. Donc une société thaï, c'est une société majoritairement thaï. Maintenant, il y a une espèce de loophole où les étrangers ouvrent des sociétés thaï avec des faux actionnaires à 51%, des porte-noms chez qui on enlève les droits de signature, des sociétés qui n'ont aucune activité en Thaïlande, juste pour transférer le terrain. Et justement, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est illégal, donc non, c'est pas ce qu'il faut faire. Non, c'est illégal et c'est en fait c'est une vulnérabilité. C'est comme si tu marchais dans un champ de bataille sans bouclier, tu vois, tu es attaquable, tu es vulnérable. Et le problème, c'est que c'est quelque chose qui reste avec toi. C'est pas parce que tu as eu ton building permit, que tu as pu construire ta maison et que tout est passé entre guillemets inaperçu, que dans 10 ans, tu es toujours à l'abri, le crime te suit, il est toujours avec toi, il est dans ta poche. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande de faire, même si en fait, finalement, tu te rendras compte que tout le monde le fait. C'est un peu ça qui m'intrigue toujours. Il y a énormément de descentes en ce moment, il y a énormément d'arrestations. La police qui fait des descentes dans des bureaux d'avocats, des bureaux comptables, etc. pour aller un peu nettoyer tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de s'attaquer à ça alors que ça a toujours été toléré, que le Land Department, là où on fait les transferts de terrain, n'ont jamais rien dit à chaque fois qu'il y a eu des transferts sur ces sociétés foireuses? Pourquoi maintenant s'en prendre à ça? Certaines personnes disent que c'est parce qu'on veut introduire les leases de 99 ans, donc on pourrait louer un terrain légalement de 99 ans, 99 en Suisse, 99 en France, parce qu'ils ne vont pas comprendre. Au lieu de 30 ans, ce qui résoudrait le problème et puis on arrêterait de faire ces sociétés foireuses. Mais enfin bref, pour ne pas m'étaler là-dessus, parce qu'il y a des vidéos là-dessus qui développent plus en détail, si tu veux savoir ce que personnellement je fais, dans la promotion immobilière, je suis associé avec des Thaïs qui ont une réelle implication, qui investissent là-dedans, qui travaillent dans la société. Pareil pour la gestion des villas. Donc on a des vrais actionnaires Thaïs qui participent financièrement, qui sont impliqués là-dedans. Donc que ce soit en société ou en non personnel, on a les solutions légales pour faire de la promotion immobilière. Et puis quand j'investis dans une villa, pareil, soit je m'associe, soit tu peux aussi, et ça c'est quand tu es plus dans une optique d'achat-revente, te lier avec un contrat de vente avec le promoteur immobilier.
Par exemple, vu que tu payes au fur et à mesure de la construction de la villa, tu pourrais garder les 10% impayés à la fin de la villa et les payer en 24 mois. C'est un accord que tu peux avoir avec le promoteur. Donc pendant 24 mois, la villa ne va pas être transférée parce que tu n'as pas fini de la payer. Et en fait, tu as 24 mois pour la revendre à quelqu'un d'autre et profiter de la plus-value, etc. Ouais. Une fois que la villa est terminée, sans pour autant avoir jamais fait de transfert à ton nom. Donc en fait, dans une opération d'achat-revente, il n'y a pas vraiment l'achat. Tu finances la construction et ensuite tu la transfères du promoteur vers le futur acheteur. Et on est dans un marché qui est assez liquide et quand on achète à prix bas, c'est aussi assez facile de revendre. Donc c'est aussi une autre possibilité qu'on a pour l'instant quand on fait que des opérations rapides. Mais le seul truc, en fait, le seul endroit où ça coince réellement pour quelqu'un qui veut investir en Thaïlande, c'est si vous avez l'intention d'acheter une maison, d'habiter dedans et d'y rester plus que 30 ans. Là, il y a vraiment un problème, c'est un peu là que ça coince. Et voilà, nous on fait du business, c'est de l'investissement. La maison où j'habite, je la loue, donc je n'ai pas ce problème-là. Et en parlant, pour revenir sur le point du terrain, tu m'as parlé d'ailleurs d'une anecdote. On passait dans la rue auprès d'un nouveau terrain sur lequel tu vas faire construire une villa. Et tu me disais que quelqu'un empiétait sur ton terrain. Je pense que tu m'avais raconté cette histoire. Ouais, je ne sais pas si c'était pour ton terrain oui, ou oui, c'était… Donc c'est quelqu'un qui doit démolir sa maison parce qu'il n'est pas en règle en fait. En fait, c'est ça. C'était une maison… c'était plus en fait une structure métallique où il y a un camp avec des constructeurs qui logent là-bas. Parce que les camps se déplacent au fur et à mesure qu'il y a des chantiers. Puis effectivement, ils débordaient de 2 mètres sur le terrain qu'on avait acheté. C'est dingue. Après, d'un autre côté, tu vois, c'est des gens qui travaillent. On leur dit, OK, tu peux t'installer ici. Ils construisent leur maison. Ils ne connaissent pas vraiment les aspects légaux et ils n'ont pas les moyens de faire venir un géomètre pour leur dire, la limite, elle est ici, donc tu te mets là. C'est dingue. Donc c'est un peu malheureux, mais en fait, on a réussi à s'accorder avec eux. Il n'y avait pas de souci. On a juste décalé un peu les maisons, ça a arrangé, on a mis un mur. OK. Donc ça ça s'est bien passé. C'est des choses qui arrivent. Tu peux voir de des choses tout qui en arrivent. Thaïlande. Et surtout, c'est ce que je disais, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais surtout dans les îles. Et plus l'île est petite, plus on peut y avoir des choses borderline, au point où rien n'est légal en fait. Et tu me parlais, en parlant de cet aspect légal, tu m'as beaucoup parlé de due diligence, donc une étude de marché. C'est un peu un style d'étude de marché pour voir si tout est correct, tout est légal. Enfin, je vais te laisser t'exprimer par rapport à ça justement parce que c'est pas mon domaine. Tu m'as parlé de due diligence, tu en parlais au début de la vidéo. Quels sont les aspects qu'il faut prendre en compte justement? C'est quoi une due diligence? Pourquoi c'est important? En fait, une due diligence, donc juste pour donner un contexte, c'est simplement avant d'acheter un bien immobilier, un terrain ou n'importe quoi en fait, vous pouvez aller chez un avocat et lui demander de vérifier que tout soit en ordre. Et je peux te dire un peu j'ai pas tout en tête, mais en gros, dans une due diligence, tu vérifies que le terrain soit légalement enregistré, qu'il soit légalement borné, les limitations, qu'il n'y ait pas des maisons dessus, des routes dessus et ce genre de trucs, que tu puisses accéder aussi à ton terrain, parce que des fois, il y a des terrains qui sont subdivisés d'une manière où en fait, il n'y a aucune route publique qui y accède. Donc, suivant comment les voisins construisent des maisons et tu n'as plus accès à ton terrain. Il faut regarder quel zoning tu es. Est-ce que tu es dans une zone verte, une zone jaune? Qu'est-ce que tu as le droit de construire? Il y a des limitations. Il y a des endroits où tu peux que construire à 12 mètres de haut, à 3 mètres. Il y a des endroits où tu n'as pas le droit de faire du résidentiel intensif, tu n'as pas le droit de faire de condo. Donc, il faut être au clair avec ton projet, le type de terrain que tu es en train d'acheter. Est-ce que tu vas avoir le droit de faire ça? Est-ce que la personne qui te le vend est solvable? Est-ce que la société ou la personne qui te vend le terrain, est-ce qu'elle-même aurait utilisé ce terrain comme gage pour émettre un crédit à la banque? Parce que tu peux très bien aller à la banque quand tu es taille et dire j'aimerais un crédit, une hypothèque, j'ai besoin de quelques millions de bahts et voilà, le terrain engage. Et si c'est le cas, tu peux te trimballer la dette derrière, donc elle te revient. Donc, toutes ces choses-là qui sont vraiment très compliquées, qu'un individu comme toi et moi, on ne peut pas vraiment vérifier, c'est l'avocat qui le fait, c'est une due diligence. J'en ai une ici. Vas-y, je t'en prie, montre-nous ça. En fait, donc ça, c'est le titre de propriété que tu vois ici en photo. C'est le Chanot à la base, donc le titre de propriété de la ville en question. C'est un beau bouquin en tout cas. Oui, c'est un beau bouquin. Il y a beaucoup de choses à vérifier. Et donc, l'avocat, en fait, va vérifier tous ces aspects légaux. Les building permits aussi, la construction, est-ce qu'elle est légale ou pas? Est-ce que tu respectes les régulations du zoning, l'historique du terrain, qu'est-ce qu'il y avait avant, etc., etc. Il sort même une carte et il va regarder, en fait, ça c'est les routes d'accès public. Est-ce que ton terrain ici en question, par exemple, est-ce que tu y as accès depuis la route publique qui est marquée ici en bleu? Et la réponse, par exemple, ici, c'est que la réponse, c'est non. Et en fait, du coup, on doit enregistrer une servitude sur le terrain pour qu'on ait le droit d'accéder à cette route. Donc voilà, c'est les petites choses qui paraissent très compliquées, mais en fait, c'est très simple parce qu'un avocat le fait à ta place. Tu n'as qu'à lui demander, tu lui payes, c'est à peu près 40 000 bahts pour ça. C'est pas grand-chose, 40 000 bahts. On parle de 1 000 € pour pouvoir économiser des centaines de milliers d'euros en cas de problème. J'avoue, donc 40 000 bahts, c'est l'équivalent de 1 000 € pour ceux qui nous regardent. Et j'avoue qu'en fait, si il y a un élément, quelque chose qui n'est pas en règle, finalement, tu pourrais tout perdre. C'est pour ça qu'on parle d'investisseurs ruinés dès qu'on se trompe un tout petit peu. Tout à fait. Donc les 1 000 € ils sont plus que nécessaires.
Oui, ça c'est sûr. Et concrètement, une question qui me vient, parce que c'est la question qui revient tout le temps. Est-ce que, on a parlé du terrain, j'ai bien compris, est-ce qu'en Thaïlande, on peut être propriétaire, oui ou non? C'est la question qui revient tout le temps. Est-ce qu'on est propriétaire un jour finalement ou pas? Comment ça se passe? Bah, d'un terrain, non. D'un terrain jamais. D'une maison, oui. Une maison, Voilà. c'est comme un condo. En fait, la maison ici, tu peux l'acheter en tant qu'étranger. Elle Maintenant, peut elle est t'appartenir. sur un terrain qui Qui n'est sera pas- soit sur un lease que tu auras à 30 ans, Oui. soit sur une société que tu vas ouvrir parce que tu as une activité légale en Thaïlande, ou alors tu as un ami thaï à qui tu peux prendre 500 000 bahts ou 1 million, qui décide d'investir dans la propriété avec toi. Tu mets la maison à ton nom, il met le terrain à son nom et vous vous répartissez proportionnellement à ce que vous avez Ouais. investi les revenus locatifs de la maison. Mais pour les personnes qui n'ont pas de contact en Thaïlande, qui n'ont rien de tout J'allais ça, dire. Oui, j'allais dire. bah, le mieux c'est d'avoir un contrat de vente avec le promoteur. Donc c'est-à-dire que tu as le droit de revendre ça à quiconque, Oui. mais tu enregistres légalement juste un lease de 30 ans dessus. Ça veut dire qu'en gros, si demain je te vends une voiture, c'est pas parce que on a un contrat de vente, ok? Tu me payes la voiture, je te donne la voiture, mais on n'a pas encore enregistré la carte grise. Donc je ne sais pas si c'est une carte grise aussi en Belgique et en France. En Suisse, c'est la carte d'identité de la Je voiture. crois que c'est une carte comme grise. ça en France. Ouais, Bah, en Nous, gros, c'est on n'a pas carte encore. verte, je Ok, bah, la carte de la voiture, la carte d'identité de la voiture, on Ouais. l'a pas encore enregistrée à ton nom, Ouais. mais je te la dois. On a un contrat de vente, Oui, tu m'as payé. d'accord. Et en fait, tu peux faire exactement le même concept légalement sur une villa, c'est-à-dire que la villa elle est vendue, elle t'est vendue, le terrain t'est vendu et non pas loué. Donc tu es lié par une obligation de transfert de la part du promoteur Ouais. qui peut durer, bah, en fait, sur les 30 années de lease que tu as, le temps des 30 ans, c'est le temps que tu as pour revendre ta maison. Donc si tu as l'intention de garder ta maison pendant plus que 30 ans, c'est compliqué. Mais si tu fais de l'investissement immobilier, là où tu fais le plus d'argent, c'est toujours sur les premières années. C'est sur le moment où la villa elle est prête à l'emménagement, tu fais une grosse plus-value parce qu'il n'y a plus de risque pour l'acheteur. Ensuite, les premières années, bah, la villa est toute neuve, elle est toute moderne, elle est toute à la mode surtout. Au bout de 5-10 ans, tu revends en général ton bien immobilier. Ouais. Donc dans cette optique d'investissement, bah, tu acceptes que tu vas devoir revendre en moins de 30 ans et puis tu es tranquille. Et tu n'effreins pas la loi, tu fais pas de conneries, tu prends pas de risques et bah, surtout tu n'as pas de vulnérabilité. Ok, donc c'est pas si compliqué que ça. Non, ça Quand l'est tu, pas. tu connais les bonnes Techniquement, personnes oui, et que mais- c'est parce que toi, c'est pas ton premier, tu n'as pas investi dans un seul bien. Maintenant, tu en as plusieurs et avec l'expérience, tu travailles avec d'après ce que j'ai compris, tu travailles avec les bonnes personnes, les mêmes personnes, ça se passe toujours bien et c'est possible d'investir en immobilier en Thaïlande. Hein. Parce que Bien souvent, sûr. je vois beaucoup de personnes intéressées, mais qui s'arrêtent sur l'idée, ah oui, on ne peut pas être propriétaire en Thaïlande. Et boum, on arrête de penser à se dire, oh, je vais investir en Thaïlande. Sur des petites questions comme ça, ou même l'aspect légal, parfois c'est trop compliqué, des trucs et tout. Mais après, Bah, c'est dommage, enfin, il y a d'autres endroits où on peut investir. on peut oui, faire bien beaucoup sûr, on peut d'argent, investir mais, dans beaucoup d'endroits. mais- Je suis en Thaïlande pas que par amour pour la Thaïlande, aussi parce que c'est un marché qui est extrêmement rentable. Tu vois la réputation, le tourisme Ça. de la Thaïlande. Évidemment, tu attires énormément de personnes. Évidemment, il y a de la demande locative. Et bah, les coûts de construction ici sont encore pas trop chers, donc les rentabilités sont exceptionnelles. C'est dommage de fuir devant ça parce qu'il y a des moyens 100% légaux de le faire. Ouais. Sinon, on ne le ferait pas. Oui, c'est sûr, sinon tu ne serais pas à ton 5 ou Je 6, serais pas sais ici. plus. Oui, c'est ça, tu ne serais pas ici. J'ai une question pour toi intéressante. Qu'en est-il des plans de paiement quand on achète une maison sur plan? Et un promoteur, combien de plans de paiement, la structure, combien est-ce qu'il devrait nous proposer sans qu'on se fasse berner? Parce que j'entends beaucoup, souvent, beaucoup trop souvent que les promoteurs vont demander beaucoup trop que ce qui est nécessaire à la construction au début. Donc c'est quoi les tranches, les plans de paiement idéaux? C'est bien que tu me poses cette question. C'est un sujet dont je parle souvent sur ma chaîne YouTube parce que c'est bien souvent ce qui peut donner lieu à des arnaques ou à des problèmes ou à Oui. des maisons pas finies. Je peux donner un ordre de grandeur, mais évidemment, c'est différent d'une villa à l'autre. Il y a une villa qui est plate, on a une autre qui est montée sur des pilotis, sur une pente. Enfin, ça dépend de plein de choses. Mais globalement, il faut s'imaginer qu'une villa, pour donner l'ordre de la construction, il y a d'abord des fondations, en gros, un ground floor, ensuite des colonnes, une structure qui est terminée avec une toiture. Ensuite, on met les murs. Après les colonnes, c'est différent en Europe. Là, c'est colonnes d'abord, murs après, les murs ne sont pas porteurs. Ensuite, carrelage, plafond, plâtre, etc. Puis on s'approche des finitions. Mais juste pour te donner un ordre de grandeur qui t'aidera déjà énormément à te placer. En général, quand une maison est montée à la structure et que tu as les murs qui ont été faits, donc juste les briques qui sont posées, c'est que tu es à peu près à 50% des coûts de construction et à 50% du délai de construction. Ok. Donc, finalement, c'est surtout les finitions qui sont chères et qui prennent beaucoup de temps dans une villa. Donc, déjà, il faudrait que tes termes de paiement, donc juste pour en fait, contextualiser un petit peu si jamais vous ne comprenez pas encore de quoi on parle, quand on achète une villa sur plan, c'est-à-dire qu'on achète une villa qui n'est pas encore construite, on achète un terrain, un bout de terrain avec un permis de construire et puis un plan précis de ce qui va être construit et un 3D. Et en fait, on paye au fur et à mesure que la villa avance. Et donc au début, on fait généralement une réservation de 30%. Donc on paye 30% du prix.
ce qui devrait généralement suffire en fait au promoteur à déjà faire une bonne partie de la structure, donc à faire un ground floor, monter des colonnes et aller jusqu'à la toiture en termes de structure. Après, souvent, quand les murs ont été faits, etc., comme je disais, on arrive à 50%, bah, c'est normal à ce stade d'avoir payé à peu près 50-60% du prix, sachant qu'ils doivent aussi financer le terrain suivant comment, donc c'est normal qu'ils fassent aussi un petit peu de marge. Mais généralement, on ne devrait pas avoir payé plus que 60% quand la structure est terminée. Maintenant, est-ce que c'était 3 fois 20%, est-ce que c'était 2 fois 30, est-ce que c'était 1 fois 40, 1 fois 20? C'est un peu égal, mais il faut juste que ce soit cohérent par rapport à l'avancement de la construction. Et puis après la structure, bah, généralement, tu peux faire soit 20% quand les fenêtres ont été mises, que les murs ont été terminés, et ensuite encore 20% quand la villa est terminée, ce qui est pas mal du tout, c'est à 20% à la livraison. Soit étaler ça sur 4 paiements de 10%, ça dépend vraiment du promoteur, mais il faut juste en fait que ce soit cohérent par rapport au coût de construction. Oui. Et si tu veux pousser le truc encore plus loin, que tu investis vraiment quelque part où tu n'as aucune idée de si tu peux faire confiance ou pas, et que tu veux vraiment faire très attention, tu peux aller chez un ingénieur et tu lui demandes de lire les plans que tu devrais avoir. Et puis s'il n'a pas les plans, il peut faire une estimation. Et lui, il pourra te faire une estimation de combien à peu près de pourcentage tu devrais payer à quel moment. C'est un BOQ, un Bill of Quantity, c'est-à-dire regarder le coût de construction en détail. Et puis ça peut te donner une estimation en fait, de quelqu'un qui n'a rien à voir avec le promoteur pour te dire ce que tu es censé négocier avec le promoteur. Ça ne sert à rien de faire une négociation hardcore non plus, de vouloir tout payer à la fin, sinon le promoteur ne sera pas intéressé de travailler avec toi, parce qu'il a quand même besoin de quelqu'un qui lui finance la construction. Mais en fait, bien souvent, les promoteurs ont tendance à faire des plans de paiement qui sont 30-35% au début, 20% pour les footings, 20% pour le ground floor. Et ça, c'est absolument pas OK, c'est super dangereux. Ça veut dire quoi, quelqu'un qui nous demande beaucoup trop que prévu? Bah justement, ça porte à confusion. Et je me demande pourquoi tout le monde demande toujours ça. Parce que le truc, c'est que te demander 70 ou 80% pour une structure, ça veut dire que derrière, il y a encore la moitié des coûts de construction qui arrivent, mais tu n'as plus que 20% de la ville à payer. Et donc, en fait, ça veut dire que l'argent est dans le compte du promoteur. Et ça veut dire qu'en fait, si lui gère l'argent, s'il le gère bien, qu'il le garde et qu'il prévoit la suite, bah, ça va. Mais si lui a envie de se développer davantage, ouvre des grands bureaux, engage une tonne de staff, des étrangers, si ça, show, villa, machin, et puis qu'il a un lifestyle roulé en Porsche et vivre dans une magnifique villa vue mer alors qu'il n'a pas encore construit ta maison, tu dois lui faire confiance sur sa gestion du cash. Mais on ne sait jamais vraiment. Et puis, ce n'est pas très transparent en Thaïlande. Aussi, une dernière petite chose que je vais dire, pour ne pas trop parler, en Europe, il y a un intermédiaire. Donc, c'est-à-dire quand vous achetez du surplomb, ça rentre dans un espèce de ce qui s'appelle un escrow account en anglais. C'est-à-dire que vous mettez l'argent chez un notaire, je crois ou c'est peut-être un avocat, je ne sais plus exactement qui le fait, mais quelqu'un, et c'est obligation légale, la personne prend l'argent du client, va sur le site de construction, regarde que tout ce qui a été construit a été fait et ensuite libère l'argent au promoteur. En Thaïlande, c'est le Far West. Tu peux payer cash, tu peux payer crypto, tu peux payer directement sur le compte personnel du promoteur. Il a le droit, c'est légal de le faire. Et il n'y a personne qui vérifie entre deux. Donc, c'est vrai qu'il faut être hyper prudent avec les termes de paiement si tu ne fais pas encore pleinement confiance à ton promoteur. Et même si tu lui fais confiance, tu n'as aucune raison de lui donner tout l'argent en avance entre nous. Ok. Très intéressant. Et du coup, il pourrait peut-être aussi s'envoler avec notre argent finalement. Peut-être s'il gère mal sa trésorerie, peut-être qu'on va se retrouver dans des situations où la villa n'est jamais finie, par exemple. Il peut. Okay. Et puis bonne chance s'il est en dehors de la Thaïlande pour… Donc, conseil aux personnes qui regardent cette vidéo et qui veulent investir en Thaïlande, ne donnez pas des sommes astronomiques dès le début quand on sait que la structure, ce n'est pas le coût le plus important au final. C'est important, mais ce n'est même pas la moitié. J'ai une question au niveau des taxes qui vient assez souvent, qui m'est venue, etc. Est-ce qu'il y a, j'ai peut-être une sous-question aussi, est-ce qu'il y a des taxes à payer en Thaïlande et dans son pays d'origine? On s'adresse à des personnes, on parle en français, des francophones. Est-ce qu'il y aurait des taxes dans leur pays d'origine, des taxes en Thaïlande? Et peut-être sous-question, comment bénéficier de ces profits en minimisant, en réduisant au max les taxes? Ok. Alors, je pourrais répondre à cette question en 2 heures et je pense que je n'y répondrai pas encore correctement parce que je ne suis pas fiscaliste, malheureusement. Mais tu peux donner peut-être un début de réponse. C'est très flou en Thaïlande. Il y a toutes sortes de règles pour toutes sortes de formes. C'est-à-dire que si tu achètes un appartement, si tu achètes une villa, si tu fais de la location à court terme, si tu fais de la location à long terme, tout change. Et si tu achètes par exemple ta villa en société, admettons, tu achètes cette villa pour 6 millions de bahts avec ta société. Ça existe, 6 millions de bahts? Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas cher. 6 millions, pour donner une estimation, c'est 150, 200 000, même pas 150 000? Ouais, on se rapproche dans un peu plus que 150 000 euros. Ouais. Mais ça, c'est les prix qu'on avait plutôt il y a 1 an et demi, 2 ans. Okay. Les prix font que de monter ici. Mais c'est plutôt 8 millions. Admettons, tu achètes une maison pour 8 millions de bahts et tu le fais en société. Ce que je ne recommande pas, à moins que tu aies des partenaires. On en a déjà parlé.
Tu achètes ça en société, tu as 8 millions qui sont enregistrés dans ta société comme dépenses, comme investissement dans cette villa. Si tu revends cette villa à 12 millions, tes 4 millions de plus-value sont taxés à 15%, uniquement la plus-value. Et tu as les frais de transfert aussi, qui sont de quelques pourcents, 3, 4, 5%. Maintenant, j'ai vu dans ta dernière vidéo d'ailleurs. Et pas nécessairement si tu transfères une société, parce que tu peux simplement remettre les actions au futur propriétaire. Tu n'as pas besoin de transférer le terrain reste sur la société et tu vends la société. Donc en fait, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est que si c'est un taille qui achète un autre taille, il y a des frais de transfert de 5-6%. Si vous faites un leasehold, c'est 1,1%. Les revenus dépendent. Si vous êtes en Thaïlande et que vous avez une activité en Thaïlande, un work permit en Thaïlande, vous êtes censé déclarer vos revenus locatifs en plus de votre revenu professionnel et vous serez taxé la personal income tax. Si vous avez un visa élite, par exemple, c'est super flou parce que théoriquement, dans le visa élite, il y a une tax exemption, donc théoriquement, vous ne payez pas de taxes. Mais apparemment, il y a des lois qui disent quand même qu'il faudrait payer 5% si on a un compte et un numéro fiscal en Thaïlande. Il y a d'autres lois qui disent qu'on devrait payer 15%. La finalité, c'est qu'il n'y a personne qui paye d'impôts sur ses revenus locatifs en Thaïlande. Après, s'il fallait faire les choses vraiment bien, ce serait bien d'aller voir un avocat et puis d'être en ordre. Moi, je n'ai pas le choix de le faire parce que j'ai une société, mais mon cas est particulier, donc je ne vais pas en faire un cas général. Et si vous êtes à l'étranger, c'est-à-dire que si par exemple tu passes la majorité de ton temps en Belgique et que tu es fiscalement encore enregistré en Belgique, tu es censé déclarer tes revenus en Belgique. Maintenant, si tu décides de passer tes revenus en crypto ou de les prendre en cash, vu qu'ici tu peux faire tout ce que tu veux avec l'argent, c'est ton problème, mais je ne vais pas te recommander de blanchir de l'argent en Belgique de manière ouverte sur YouTube. Donc, tu fais ce que tu veux. Ton cas est particulier parce que tu ne vis plus en Suisse, mais donc l'idée c'est de plutôt consulter un expert fiscaliste, un comptable, un avocat, toutes ces choses-là intéressantes, enfin des experts dans leur domaine pour être sûr qu'on ne fasse pas d'erreur. Surtout, je ne dirais pas de déconner avec les taxes et les impôts en France, en Belgique ou en Suisse où là ils vont aller te chercher correctement, quoi. Pour conclure, je pourrais simplement dire que les personnes qui vont regarder cette vidéo seront quasi toutes, soit belges, françaises ou suisses. Sans doute, oui, francophones. Je peux vous dire que dans tous les cas, quel que soit votre montage en Thaïlande, si vous êtes en Thaïlande et puis que vous investissez en Thaïlande, vous paierez beaucoup moins d'impôts que ce que vous payez chez vous. Si vous êtes encore dans ces pays-là et que vous investissez en Thaïlande et que vous choisissez de déclarer vos revenus, ça ne changera pas vraiment à si vous aviez investi dans votre propre pays. Après, attention, résidence primaire, secondaire, machin, ça change encore en France, en Suisse. Donc, n'allons pas plus loin dans cette question-là. Dans tous les cas, la Thaïlande a une fiscalité très avantageuse. Très avantageuse. Je pense que c'est une bonne conclusion à cette question. Et tu m'as répété quelques fois de ne pas se laisser tenter par des prix excessivement bas. J'ai vu ça dans une de tes vidéos également. Donc on parle d'acheter une villa ou de faire construire une villa. La question est peut-être débile, mais moi ça me paraît compliqué parce que de manière générale, je trouve que les budgets sont assez dérisoires. Ce qu'on peut obtenir ici pour une telle somme, par exemple 200 000, 250 000 euros, ça me paraît dérisoire comme montant par rapport à ce qu'on peut avoir comparé à ce qu'on pourrait avoir en Belgique. Pour ma part, je suis belge, un Suisse, un Belge, peut-être que des Français nous regardent. Donc, qu'est-ce que tu entends par des prix excessivement bas? Peut-être que la question est bête, ça veut dire quoi? Comment on peut se dire, ça sent mauvais, je détecte peut-être un red flag ici? En fait, tout est une question de référentiel. Si ton référentiel, c'est la Belgique et que du coup, tu considères ça comme pas cher du tout, c'est pas un prix excessivement bas et c'est pas ce dont je parle dans les vidéos. C'est plus, en anglais, on dit benchmark. L'idée, c'est en fait de regarder ce qui se passe sur le marché. Exactement. Tu prends toute la concurrence. Par exemple, ça, c'est une villa de 3 chambres, 2 salles de bain, qui a à peu près 100 et quelques, 150 mètres carrés à l'intérieur, je ne suis pas sûr. Piscine 3 mètres par 7, un terrain de 300 mètres carrés. Prenez ces informations-là. Tu compares à toutes les villas du même type dans le même sub-district, on va dire, enfin une zone précise. Tu regardes tes prix au mètre carré. Tu peux faire un petit graphique si tu as envie de prendre le temps et tu positionnes tes différentes villas. Si toutes tes villas, on va dire, sont dans un groupement et que toi tu te retrouves, on va dire, à la ligne inférieure, c'est que tu es dans des prix bas, mais des prix bas entre guillemets qu'on trouve sur le marché, pas forcément facilement, qui se vendent assez vite mais qui existent. Si tu es complètement en dehors avec un prix qui n'a rien à voir, c'est peut-être qu'il y a un truc un peu curieux si tu veux. Si tu payes 30% de moins que les autres, c'est bizarre. Il y a quelque chose peut-être d'un peu curieux derrière. Peut-être que c'est un lease de 30 ans et qu'on ne va pas te transférer le terrain en aucun cas et que dans tous les cas, tu devras rendre la villa. Peut-être qu'il y a des mensualités ou des paiements annuels pour le lease. Peut-être qu'il y a des mauvaises intentions chez le promoteur. Peut-être qu'on va te construire de la merde. Désolé pour la vulgarité sur la chaîne. Et ça, je dis juste on mettra un bip. Il y a plein de raisons pour les Il y a plein de raisons pour lesquelles il faut se méfier des prix excessivement bas. C'est pour ça que je dis bien excessivement bas. Nous, on cherche les prix bas. Oui, c'est ça. Les prix bas. Non, mais je disais ça un peu pour taquiner aussi. Peut-être que la question est bête, mais quand on dit excessivement bas, en fait, j'en rigole souvent parce que je vois de plus en plus de mes amis investir en Belgique. Et quand je vois les projets, les appartements, parce que tu n'as pas une ville en Belgique pour le même budget que tu vas dépenser ici, je taquinais parce que
je me dis, c'est déjà excessivement bas selon moi, selon ce que je pourrais avoir dans mon pays. Mais c'est juste. Et puis en fait, même. Mais je comprends le point du fait que si en fait, pour un même secteur, si ta villa coûte 30% moins cher que les autres, il y a un truc un peu bizarre. Après, c'est vrai. Puis ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a un côté très fascinant aussi. C'est une villa en Suisse. Déjà, une maison en Suisse mitoyenne. Oui. Entrée de gamme. Oui, Dans c'est le canton de beaucoup, Vaud, c'est 1 million. C'est Un million 1 million. En Suisse, Ah, dans en le canton de Suisse, Vaud, ouais. 1 million, je te jure, c'est C'est le minimum. bien moins sympa qu'ici. Et c'est moins bien sympa. C'est ouais. sûr. Et ça se loue 3 000 par mois. C'est dingue. Peut-être même moins, tu vois. Ouais. Ici, cette maison, elle fait plus que 3 000 par mois. Elle a été achetée il y a à peu près 1 an et demi à 5,5. Il y a eu 1,5 d'investi pour l'ameublement. Le prix total, c'était 7. Donc c'est une maison Ouais. à 200 000 euros. Elle fait plus de revenus locatifs qu'une maison Ouais, à 1 million en Suisse. Ouais. Après, les Suisses ont accès à l'hypothèque, etc. C'est des autres questions. Mais c'est vrai que quand tu regardes ça comme ça, quand on te présente les chiffres, les revenus locatifs que tu vas faire avec cette maison, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas assez cher. Il y a un problème. Ouais. Et en fait, non, c'est juste le marché thaïlandais qui est encore comme ça. Il y a une grande, comme tu l'as dit justement avant, perception d'insécurité de la part des investisseurs qui se disent, moi je ne vais pas investir en Thaïlande, c'est dangereux, les terrains, blablabla. Et du coup, en fait, beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens ne le font pas, donc les prix sont maintenus assez bas et la rentabilité est extrêmement haute Ouais. pour ces raisons-là. Ok, maintenant, si je devais récapituler pour qu'on donne un cap clair à ceux qui nous regardent, si je débute et que je veux investir en Thaïlande, j'ai de l'argent, voilà, ça m'a intéressé. Quelle est la première action? Qu'est-ce que je peux faire pour commencer concrètement? Là maintenant, qu'est-ce que je devrais faire? Contacter un promoteur en Thaïlande que je trouve sur internet? Me Qu'est-ce que je devrais contacter. faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Contacter une agence? Il ne faut pas être pressé. C'est clair que la décision d'achat d'un bien à 2, 3, 400 000 euros, ce n'est pas quelque chose que tu achètes comme quand tu fais une commande sur un site lambda, Ouais. Lazada. Donc la décision d'achat des gens qui investissent dans l'immobilier, généralement c'est 3 à 6 mois, c'est pas pour rien. Oui, La oui. première étape, c'est de commencer à vraiment te renseigner, avoir l'idée qui te trotte dans la tête et en fait être régulièrement toujours sur Facebook en train de regarder les offres, sur Phaseoise, sur tous les sites d'agences, etc. Et puis ensuite, aller sur place si possible. Après, si ça dépend de ton implication, si c'est juste de l'investissement que tu fais confiance à quelqu'un, tu n'as pas besoin de venir. Mais moi, je pense que c'est bien si tu peux venir te balader. Et puis en fait, commencer à parler aux gens, à regarder avec les locaux. Avec un peu de chance, tu croiseras un ou deux propriétaires d'une villa devant chez eux. Tu fais hey, bonjour, excusez-moi. Puis tu t'habilles un petit peu avec, tu leur demandes comment ça s'est passé pour eux. Tu peux choper des informations partout à gauche, à droite. Il y a des pancartes avec des numéros de téléphone. Devant les projets, tu appelles, Ouais. tu dis que tu es intéressé, tu vas recevoir des brochures, des brochures, des brochures. Quand les agents vont comprendre que tu es quelqu'un qui est intéressé, tu vas te faire harceler. Je ne suis pas agent, mais Ouais. je reçois justement tout le temps Ouais. des tonnes d'emails, de messages, etc. Parce que mon numéro a dû circuler quelque part, parce que je me suis déjà intéressé à des projets. Ouais. Et du coup, je me fais harceler. C'est une bonne chose quand tu cherches à investir. Comme ça, tu peux comparer régulièrement des projets, etc. Tu te fais une bonne idée du marché. Et puis, tu vas sur ma chaîne YouTube, tu regardes toutes mes Oui, vidéos. c'est vrai que je le rappelle encore une fois, tu as une chaîne YouTube et tu décortiques vraiment tous les sujets. En fait, pour moi, je trouve que tu documentes tes propres investissements, donc tu énumères absolument tout ce qu'il y a à savoir. C'est ça, la chaîne YouTube, elle n'est vraiment pas là pour chercher à vendre un projet ou quoi que ce soit. C'est vraiment en fait un partage d'expérience et de parcours. Et je parle de toutes ces choses, due diligence, les termes de paiement, les red flags, des bases sur la construction, tout ce qu'il faut en fait savoir pour identifier un projet, pour Ouais. faire un bon prix. Aussi des questions mathématiques, études de marché, comment Oui. savoir que vous êtes en train de faire une bonne affaire. En fait, ce que tu as fait pour toi-même, Ce que j'ai fait pour moi-même a été documenté sur ma c'est chaîne ça. YouTube. Exactement. En fait, si je récapitule ton conseil, la première action, en fait, c'est de se renseigner, C'est comme ça, toi tu l'as c'est fait, et de s'y connaître un minimum en immobilier. En fait, on n'est même pas obligé, bon, tu parlais de venir sur place. Si je ne me trompe pas, il est possible de complètement financer, investir dans un bien immobilier en Thaïlande sans jamais y mettre les pieds. Tu pourrais y mettre les pieds une fois que c'est terminé. Je sais que c'est possible si tu connais les personnes, etc. Mais l'idée, en fait, c'est avant tout, c'est quand même un gros investissement. Tu l'as dit, ça prend 3 à 6 mois pour quelqu'un pour prendre la décision finale. En Ouais. fait, c'est de maîtriser un peu le sujet. C'est Maîtriser de un peu le comprendre un peu sujet. ce qui se passe, de se renseigner, de regarder sur YouTube, sur Google, d'aller voir sur des sites comme Phaseoise et de voir. C'est ça. De Ou option comprendre. B, de vraiment avoir une personne Oui, de c'est ça. confiance. Mais Oui. personnellement, je n'ai pas ce talent de Oui. regarder les gens et me dire ok, à lui, je peux lui faire Oui, confiance. d'accord, oui. Je ne suis pas bon Oui. avec ça, donc je préfère en fait tout comprendre moi-même. On va arriver à la fin de cet épisode qui était très sympathique avec toi. J'ai peut-être une question pour terminer en beauté. Quels sont les secrets pour réussir en immobilier et faire un maximum de rentabilité? Si je l'ai dit sur ta chaîne, ce sera plus discret. Et du coup, du coup je ne pourrais plus en profiter. Non, je rigole. Non, il y a assez de place pour tout le monde sur le marché. Moi, ce que je fais personnellement, c'est beaucoup d'analyse de marché. Je suis constamment à la recherche de nouveaux projets, de prix au mètre carré bas, d'opportunités. En fait, en achetant des villas et surtout en ayant des personnes autour de moi qui achètent avec moi. Typiquement ici, en fait, moi j'ai investi dans une maison, mais en fait on en a acheté 7 parce qu'on a des co-investisseurs et d'autres personnes qui ont acheté en même temps. Et en fait, ce levier-là nous permet d'avoir des deals assez, des très bons deals, des bons prix. On peut modeler un peu les designs, le nombre de chambres, etc. pour maximiser la rentabilité.
Donc le premier secret, je dirais, c'est pas vraiment un secret, mais c'est de se faire un réseau de confiance et puis réussir en fait à avoir accès aux opportunités avant qu'elles viennent en ligne. Parce qu'en général, quand c'est sur Fazoise, que c'est sur Facebook, il y a déjà toute une liste de personnes, inclus moi, qui avons déjà vu ce listing et puis qui avons dit non merci. Donc c'est que ce n'est pas forcément le meilleur coup de fusil non plus. Donc le premier truc, c'est de réussir à se faire un réseau et d'avoir des bonnes affaires. Et puis après, surtout, mettre le paquet sur le design à l'intérieur. Ah, intéressant. Les villas sont vendues blanches, c'est des cubes quand ça arrive, c'est tout blanc, il n'y a rien du tout. Et en fait, il y a des gens qui se disent tiens, j'ai 8 millions de bahts de budget, donc je vais acheter une villa à 7,5 millions et je vais laisser les 500 000 bahts qui restent pour frais de transfert et ameublement. Et en fait, c'est du massacre de faire ça parce que quand ta villa est blanche, qu'elle est moche et que tu fais de la location court terme, le problème, c'est que sur des photos, ça ne va absolument pas être attractif en comparaison à quelqu'un qui a mis le paquet sur le design. Ouais, et donc, il vaut mieux, si tu as 8 millions de budget, acheter une villa à 6,5 millions et garder 1,5 million pour les frais de transfert et pour meubler la villa comme un fou, faire du jardinage, mettre des plantes de partout, des chaises longues, des C'est vrai que c'est très joli ici. Hein. Ça, par exemple, tu vois, quand on est arrivé, ça c'était blanc. Et ici, le propriétaire a gardé 1,5 million d'ameublement. Donc, tu vois, il y a des meubles de qualité qui sont beaux. C'est très sympa. Toutes les chambres ont du built-in, toutes les chambres ont des têtes de lit, toutes les chambres ont des jeux de lumière, des LED de partout. On n'a pas mis les jeux de lumière, mais parce que ça rend pas bien à la caméra, ça bug. Mais il y a des jolies lumières et même à l'extérieur, c'est très joli. Et du coup, sur Airbnb, ça fait partie des villas qui vont être réservées en premier. Disons surtout en saison basse, c'est là que ça fait le plus de différence. En saison basse, quand tu as 10 000 personnes qui font des réservations pour 20 000 villas dispo sur le marché, les 10 000 plus jolies vont se faire réserver et les 10 000 moins jolies vont être vides, mais vides pendant tout le mois. Donc c'est important d'être très compétitif avec un interior design de fou furieux. Et puis donc ça, c'est vraiment pour l'aspect rentabilité. Puis après, l'autre aspect, c'est évidemment aller chez un avocat. On ne devient pas avocat du jour au lendemain, on aura toujours besoin d'avocats, on aura toujours besoin de leur connaissance. Faites une due diligence, assurez-vous que tout soit légal et tout soit propre. Et puis comme ça, en principe, ça reste pour moi un des pays les plus rentables sur Terre. On peut faire des rentabilités absolument exceptionnelles. Donc c'est dommage de freiner là-devant. Il faut juste qu'un avocat fasse les contrôles et puis faire toutes les choses légalement. Ne faites pas de freehold sur des sociétés pourries. Un jour, ce sera peut-être un problème. Et puis ce jour-là, vous n'avez pas envie de vous faire saisir votre terrain ou Dieu sait quoi. Voilà les secrets qui ne sont pas vraiment discrets, mais plus les stratégies. Oui. D'ailleurs, j'en profite, on parlait du design, ce qui est important pour toi. En tout cas, si vous êtes investisseur et que vous voulez faire de la location court terme, effectivement, ça rend plus joli, ça donne plus aux gens de venir ici aussi. J'ai fait une vidéo, un touring d'une de tes villas. On voit le design, on voit l'intérieur, on visite les chambres, la piscine, le rooftop, parce que ce genre de villa a un rooftop également, avec une très jolie vue sur les palmiers. Et je montrerai ça dans une seconde vidéo qu'on a eu la chance de tourner ici. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci Cyril de m'avoir accueilli ici, d'avoir répondu à mes questions. Merci aux personnes qui nous ont regardé, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire, liker, partager, tout ça c'est très intéressant pour nous, mais surtout mettre en commentaire ce qu'on pourrait aborder dans les prochaines vidéos, ou même si vous avez d'autres questions pour Cyril, je mettrai également sa chaîne YouTube en dessous, son Instagram et tout ça, parce que encore une fois, je le répète, il propose vraiment du contenu assez complet. Ici, c'était une interview globale, mais vraiment sur sa chaîne, on a des sujets bien spécifiques qui sont abordés vidéo par vidéo. Tu as même des playlists, comment réussir son investissement, etc. Et j'en profite pour dire que c'était très important pour moi de m'entretenir avec toi parce que je trouve que le truc est assez authentique comme tu n'es pas promoteur et que tu n'as rien à vendre. D'ailleurs, je voulais investir, etc. Je te demandais, tu me dis, mais moi, j'ai rien à te proposer, etc. Mais par contre, c'était très intéressant parce que tu me parles beaucoup d'immobilier. J'ai pu visiter tes villas, j'ai été voir des terrains, etc. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, je suis content de t'avoir en ami. Et je sais que quand même, tu restes ouvert à l'idée de quand même brainstormer. Je sais que tu as déjà investi avec des personnes qui ont vu tes vidéos, puis qui ont connecté avec toi, sont devenus tes amis, et puis vous avez investi. Par exemple, ici, on est dans la villa, on parlait du fait qu'on n'était pas dans ta villa. Ouais. Et je pense que c'est la villa d'un investisseur qui t'a rencontré justement via les réseaux, etc. Vous êtes devenus amis et vous avez investi ensemble dans des projets. Donc, je sais que tu es intéressé par ça. N'hésitez pas à contacter Cyril. Et moi, je mettrai un lien aussi en dessous si ça vous intéresse de louer des biens en Thaïlande ou d'acheter. Alors, moi, j'ai rien à vendre non plus. Mais par contre, vu que je vis ici depuis 4 ans que je me suis expatrié, j'ai la chance de connaître les bonnes personnes et je pourrais peut-être vous mettre en relation avec des personnes en ce sens. Et donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Merci à toi. Et puis, voilà. Si vous avez des questions dans les commentaires par rapport à ce qu'on a dit, vous pouvez aussi écrire dans cette vidéo directement dans les commentaires. Tu m'enverras le lien, puis je viendrai volontiers répondre s'il y a des questions un peu techniques par rapport à tout ça. C'est avec plaisir que je peux approfondir aussi certains sujets dans des commentaires sur ta chaîne. Merci beaucoup. Ciao, ciao.